Tu n'as rien fait. Tu n'as rien dit de particulier. Mais quelque chose a changé dans la pièce depuis que tu es là. Des gens qui parlent différemment, qui se comportent différemment, qui choisissent leurs mots plus soigneusement, qui semblent légèrement sur leur garde. Ou au contraire qui se confient à toi des choses qu'ils ne disent à personne. Et tu t'es peut-être demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que ta présence change quelque chose? Pourquoi est-ce que les gens réagissent à toi d'une façon qui semble disproportionnée à ce que tu as fait? La réponse est dans ce que tu dégages. Quelque chose de précis. Quelque chose que les autres perçoivent avant même de te connaître. Quelque chose qui les déstabilise. Pas de façon négative, de façon puissante. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement ce que c'est, pourquoi ça se produit, et pourquoi c'est l'une des choses les plus rares et les plus impressionnantes qu'un être humain puisse dégager. Si tu as déjà remarqué que les gens réagissent à toi d'une façon que tu ne comprends pas toujours, laisse un like maintenant et reste jusqu'à la fin. Parce que le 9e point est celui qui va tout expliquer et qui va changer quelque chose dans ta façon de te voir. En psychologie sociale, il existe un phénomène appelé la dissonance cognitive, théorisé par Leon Festinger en 1957. Elle décrit l'inconfort mental qu'une personne ressent quand elle est confrontée à des informations ou des situations qui contredisent ses croyances existantes. Et voilà ce qui est fascinant pour notre sujet. Ta simple présence peut créer de la dissonance cognitive chez les autres. Pas parce que tu dis des choses qui contredisent leurs croyances, mais parce que ta façon d'être contredit des schémas qu'ils ont normalisés. Des schémas sur la façon dont les gens sont censés se comporter, sur la façon dont les relations sont censées fonctionner, sur ce qui est censé être important, sur ce qui est censé être normal. Et quand quelqu'un contredit ces schémas, simplement en existant autrement, en étant d'une façon que le cerveau des autres n'a pas dans son répertoire habituel, ça crée de la déstabilisation. Une déstabilisation qui peut se manifester de façon très différente. Fascination, méfiance, admiration, envie, inconfort, ou une combinaison de tout ça. Voilà les 9 façons dont tu déstabilises les gens sans le savoir. Et pourquoi chacune est une forme de pouvoir extraordinaire. La première façon est la plus immédiate, la plus visible, et la plus dérangeante pour ceux qui en sont l'objet. Tu ne cherches pas leur validation. Tu n'attends pas leur approbation avant d'avancer. Tu ne regardes pas leur réaction pour savoir si tu as bien fait. Tu n'ajustes pas ton comportement en temps réel pour être mieux reçu. Et voilà pourquoi ça déstabilise. La plupart des interactions sociales fonctionnent sur un système d'échange de validation. Je te valide, tu me valides. Nous créons ensemble un espace confortable où nous nous confirmons mutuellement que nos choix sont bons, que nos opinions sont justifiées, que notre façon d'être est acceptable. Quand tu ne participes pas à cet échange, quand tu n'as pas besoin de cette confirmation, le système habituel ne fonctionne plus et les gens ne savent pas comment te lire, comment te placer. Comment interagir avec toi selon les règles qu'ils connaissent? Des chercheurs en psychologie comportementale ont montré que les individus qui n'émettent pas de signaux de recherche de validation sont perçus comme plus imprévisibles et donc plus difficiles à contrôler. Et les choses difficiles à contrôler fascinent et inquiètent simultanément. Ce que tu dégages n'est pas de l'arrogance, c'est de la sécurité. Mais pour beaucoup de gens qui ne l'ont pas, cette sécurité ressemble à quelque chose qu'ils ne peuvent pas saisir. Et ce qu'on ne peut pas saisir déstabilise. La deuxième façon est celle qui provoque le plus d'inconfort silencieux. Tu es cohérent. Ce que tu dis correspond à ce que tu fais. Ce que tu es en public correspond à ce que tu es en privé. Les valeurs que tu affirmes correspondent aux décisions que tu prends. Et cette cohérence, dans un monde où l'incohérence est devenue la norme, où les gens disent une chose et font l'autre sans même s'en rendre compte, où les valeurs s'ajustent selon les intérêts du moment. Ta cohérence est un miroir que personne ne t'a demandé de tenir, mais que tu tiens quand même, simplement en étant toi. Et les gens qui voient leur propre incohérence dans ce miroir ont 2 options. Soit ils s'examinent, soit ils rejettent le miroir. La plupart choisissent de rejeter le miroir. Et ce rejet prend la forme d'une critique, d'un malaise, d'une distance, d'une tentative de te trouver des défauts qui justifient de ne pas se remettre en question. Mais même quand ils rejettent le miroir, quelque chose reste, une graine, une question, un inconfort qui ne se résout pas complètement. Et parfois, des années plus tard, cette graine germe et quelque chose change. La 3e façon est celle que les gens les moins préparés trouvent la plus dérangeante. Tu poses des limites, des vraies limites, pas des limites négociables, pas des limites que tu abandonnes sous la pression, pas des limites que tu poses pour être perçu comme quelqu'un qui a des limites réelles, qui viennent de ce que tu es, de ce que tu peux accepter, de ce que tu ne peux pas accepter. Et quand tu poses d'une limite, tu la tiens. Dans un monde où la plupart des gens cèdent sous la pression sociale,
où les limites sont davantage des intentions que des réalités, où la convivialité est souvent synonyme d'absence de limites. Quelqu'un qui tient ses limites est une anomalie, et les anomalies déstabilisent, particulièrement les personnes qui sont habituées à obtenir des autres ce qu'elles veulent par la pression, la culpabilisation, l'insistance, la manipulation affective. Quand ces stratégies ne fonctionnent pas sur toi, quand elles se heurtent à une limite que rien ne peut déplacer, ces personnes se retrouvent face à quelque chose qu'elles ne connaissent pas. Et cette rencontre avec l'inconnu est déstabilisatrice, pour elles, et puissante. Pour toi, la quatrième façon est la plus existentielle. Tu te suffis! Pas de façon hermétique, pas de façon qui exclut les autres, mais tu peux être seul sans souffrir. Tu peux avancer sans être poussé. Tu peux te sentir bien sans que quelqu'un te le confirme. Et cette autosuffisance émotionnelle, dans un monde construit sur la dépendance affective, sur le besoin constant de connexion, sur la peur de la solitude, est profondément déstabilisante pour ceux qui ne la possèdent pas, parce qu'elle les confronte à leur propre dépendance, à leur propre besoin de validation externe, à leur propre incapacité à se suffire. Des recherches en psychologie de l'attachement, notamment celles de John Bowlby et Mary Ainsworth, ont montré que le style d'attachement sécure, caractérisé par une capacité à être seul sans anxiété et à être en relation sans fusion excessive, est le style le plus rare et le plus magnétique, parce qu'il attire sans dépendre, parce qu'il connecte sans fusionner, parce qu'il offre sans s'épuiser. Et ta capacité à te suffire, qui peut sembler un obstacle à la connexion, est en réalité ce qui rend possible les connexions les plus profondes. Parce que les gens peuvent être avec toi, sans avoir besoin de te sauver, sans avoir besoin de te remplir, sans avoir besoin de jouer un rôle pour toi. Ils peuvent juste être, et ça libère quelque chose en eux, tout en les déstabilisant. La cinquième façon est celle que les personnes immobiles trouvent la plus difficile à regarder. Tu avances, même sans certitude, même sans garantie, même sans la confirmation que ça va marcher. Tu prends des décisions dans l'incertitude. Tu fais des choix sans toutes les informations. Tu t'engages dans des directions que tu ne peux pas encore voir entièrement. Et pour les personnes qui sont paralysées par l'incertitude, qui attendent les bonnes conditions, qui remettent à plus tard jusqu'à être certains, te voir avancer sans certitude est une confrontation, pas une inspiration immédiate, une confrontation. Parce que ton mouvement expose leur immobilité, ton engagement expose leurs hésitations, ta façon de fonctionner dans l'inconnu expose leur incapacité à y fonctionner, et cette confrontation peut se transformer en critique, en minimisation de ce que tu fais, en tentative de te convaincre que tu prends trop de risques, que tu vas trop vite, que tu devrais attendre. Mais derrière ces messages, il y a souvent quelqu'un qui te parle de ses propres limites, pas des tiennes. Les 5 premières façons parlent de la déstabilisation que tu crées par ta façon d'être. Ce qui vient maintenant est encore plus profond. Des façons de déstabiliser qui touchent à la façon dont les gens se voient eux-mêmes et se voient en relation avec toi. Abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait. Et reste jusqu'au 9e point. C'est le plus inattendu et le plus libérateur. La 6e façon est celle qui élimine les relations superficielles de ta vie, naturellement, sans que tu aies besoin de le chercher. Tu refuses la médiocrité dans les relations, pas de façon arrogante, pas de façon excluante, mais tu ne peux pas t'investir dans des relations de surface, dans des relations où l'on se dit comment tu vas sans vraiment vouloir la réponse, dans des relations qui existent par habitude plutôt que par choix, dans des relations qui ne grandissent pas, qui ne challengent pas, qui ne nourrissent pas. Et cette exigence relationnelle silencieuse, que tu n'exprimes pas forcément en mots, mais que tu transmets dans la façon dont tu t'investis ou ne t'investis pas, force les gens à se positionner. Soit ils montent au niveau de ce que tu proposes, soit ils se retirent. Il n'y a pas de 3e option. Et les gens qui se sont contentés de relations médiocres depuis longtemps trouvent cette exigence déstabilisante, parce qu'elle leur demande quelque chose qu'ils ne t'ont pas donné depuis longtemps, de la présence réelle, de l'honnêteté, de l'engagement. Et certains ne sont pas prêts, ce qui explique les distances, les fuites, les critiques, qui ne sont pas des rejets. Ce sont des personnes qui ne sont pas encore prêtes pour ce que tu proposes. La 7e façon est la plus subtile, et pourtant l'une des plus puissantes. Tu as traversé quelque chose, et ça se voit. Pas parce que tu en parles, pas parce que tu l'affiches, mais dans ta façon d'être, dans ta solidité, dans ta façon de réagir aux choses difficiles sans t'effondrer, dans cette profondeur tranquille que les gens perçoivent sans pouvoir la nommer. Et pour les personnes qui n'ont pas encore traversé leurs propres épreuves, pour celles qui évitent encore leur propre profondeur, ta solidité est déstabilisante. Elle leur rappelle quelque chose qu'elles savent qui existe, mais qu'elles n'ont pas encore osé regarder. Leur propre capacité à traverser, leur propre profondeur potentielle, leur propre force dormante.
Et cette invitation silencieuse à aller plus profond peut être aussi inconfortable que magnétique, selon où en est la personne dans son propre chemin. La 8e façon est la plus existentielle, et celle dont les effets durent le plus longtemps. Ta façon de vivre, tes choix, ta façon de traiter ton temps, tes priorités, ta façon de définir le succès. Interroge des choix que les autres ont arrêté de questionner, peut-être depuis longtemps, peut-être définitivement. Quelqu'un qui a choisi la sécurité au détriment du sens et qui te voit choisir le sens malgré l'insécurité, se retrouve face à une question qu'il avait enterrée. Ai-je fait le bon choix? Quelqu'un qui a défini le succès par des critères externes et qui te voit définir le succès par des critères internes, se retrouve face à une remise en question profonde. Ces questionnements sont inconfortables et leur réaction à cet inconfort peut prendre la forme d'une critique de tes choix, d'une tentative de te convaincre que tu fais fausse route, d'une minimisation de ta façon de vivre. Mais derrière tout ça, il y a une personne qui se demande « Et si j'avais tort sur ce que je croyais vouloir ?» Et voilà le 9e point, le plus inattendu et le plus libérateur. Tu déstabilises les gens parce que tu incarnes quelque chose, une possibilité, une façon d'être qui montre que c'est faisable, que c'est humainement possible, d'être libre, d'être soi-même, de poser des limites, d'avancer sans certitude, de refuser la médiocrité, de traverser les épreuves sans s'effondrer. Et pour les gens qui ont dit à eux-mêmes que tout ça était impossible, trop risqué, trop difficile, trop différent de ce que les gens font normalement, te voir incarner cette possibilité est perturbateur, parce que ça enlève leur excuse. Si toi tu peux le faire, ils pourraient peut-être le faire aussi. Et cette pensée, cette possibilité soudainement visible, est à la fois excitante et terrifiante, parce qu'elle appelle à quelque chose qu'ils ne savent pas encore s'ils sont prêts à répondre. Ta façon d'être leur dit « c'est possible ». Et certains entendent ça comme une invitation, et d'autres comme un défi qu'ils ne veulent pas relever. Dans les deux cas, tu as planté quelque chose, qui continuera de travailler, longtemps après que tu sois parti. Voilà les 9 façons dont tu déstabilises les gens sans le savoir. Et pourquoi c'est ton plus grand pouvoir? Tu ne cherches pas leur validation. Tu es cohérent et ça rend leur incohérence visible. Tu poses des limites claires dans un monde qui en manque. Tu te suffis et ça questionne leur dépendance. Tu avances malgré l'incertitude et ça expose leur paralysie. Tu refuses la médiocrité dans les relations. Tu as traversé quelque chose et ça se voit. Ta façon d'être interroge des choix qu'ils ont arrêté de questionner. Et tu incarnes une possibilité qu'ils ne se permettent pas encore. Ce que tu provoques chez les autres n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas de la provocation. Ce n'est pas le résultat d'une stratégie. C'est le résultat de qui tu es. Vraiment. Et le fait que ta simple présence puisse créer tout ça peut te déstabiliser, peut t'interroger, peut changer quelque chose. Et la preuve la plus directe que tu existes d'une façon rare, d'une façon qui compte, d'une façon dont le monde autour de toi ne peut pas rester indifférent. Continue d'être ça, sans t'excuser, sans te rendre plus petit, sans atténuer ce qui dérange. Parce que ce qui dérange les gens dans ce que tu es est souvent exactement ce dont ils ont le plus besoin. Même s'ils mettent du temps à le réaliser. Si cette vidéo t'a libéré de quelque chose, laisse un like. Dis-moi en commentaire comment tu as déjà déstabilisé quelqu'un sans l'avoir cherché. Abonne-toi pour la suite. À très vite.